Bonjour et bienvenue dans On va semer. Aujourd'hui, on reçoit le chef italien Denis Imbroisi. Italien, oui, mais en France depuis 17 ans. Alors, autant vous dire que sa cuisine est un parfait trait d'union entre la France et l'Italie. Dans les plats qu'il façonne, mais aussi dans les produits qu'il défend et qu'il met à la carte de ses restaurants au quotidien. Car pour lui, le chef est le dernier maillon de la chaîne agricole. Il veille à avoir un lien direct avec les producteurs. Ces produits, justement, il les met en lumière dans son tout dernier livre, La Cucina di Famiglia, aux éditions Webedia Books, qui vient de sortir. Un carnet de recettes familiales dont il va nous parler. Buongiorno, Denis! Ciao, bellissima, come stai? Buongiorno ragazzi. Bonjour Antoine. Bonjour Pierre, bonjour Antoine. When you hear the rhythm, start to move. Alors Denis, on se retrouve au salon de l'agriculture. On va évidemment très vite aborder ton approche de la cuisine italienne, mais aussi avec un soupçon de cuisine française. Mais nous, ce qui nous rend assez curieux, c'est de savoir, est-ce qu'il existe un salon de l'agriculture en Italie aussi ? Oui. Alors, quand il y a le slow food à Turin, on a une aile qui est consacrée aussi à l'agriculture. Et c'est à Lingotto, donc c'est un centre, un hangar aussi grand qu'ici, où tu peux croiser même les petits producteurs, voilà, tous les petits producteurs qui viennent du sud d'Italie surtout. C'est qu'ils ne sont pas peut-être servis dans les grandes villes parce qu'ils ont peut-être plus de mal à arriver dans un écosystème plus compliqué, tu vois. Et du coup, oui, les slow food italiens ont fait la même chose qu'ici, complètement. Tu le connaissais, Antoine ? Non, pas du tout. C'est peut-être l'occasion d'aller en Italie alors. Alors, on sait que tu baignes dans la cuisine depuis ta plus tendre enfance, entre la Calabre où tu as appris la cuisine aux côtés de ta maman, c'est ta terre natale, mais aussi en Lombardie où ton père, qui est chef aussi, t'a formé à la tradition de la cuisine italienne dans le Nord. Mais l'autre question, c'est quel a été ton premier rapport au champ, à l'agriculture et aux produits bruts ? Comment ça s'est apparu ? Ça, c'est beau, ça. Mais je viens des Calabres, donc c'est une région très sauvage. Et il faut savoir que nous tous, en Calabre, on a une maison avec un jardin, avec un potager. Ça, c'est la base de tout le monde. On a tous nos tomates, nos poivrons, nos aubergines. Et en fait, on s'est fait en manger toute l'année. On fait la conserva di pomodori au mois de septembre. Et on utilise la sauce tomate tout le reste de l'année. Et on fait du bara, on dit comme ça, non, en français, donc des échanges. D'accord. C'est-à-dire qu'il y en a qui produisent l'huile d'olive et d'autres qui ne le font pas. Donc forcément, on donne la sauce tomate et l'huile d'olive, on fait des échanges comme ça existe encore aujourd'hui. Ma mère fait ça encore avec ses sœurs, avec mes tantes. Et d'ailleurs, j'en parle aussi un petit peu dans le nouveau livre des cuisines. Bien sûr. Et donc, j'ai cette approche à la terre et qui est depuis mon plus jeune âge. Et chez nous, on a aussi les animaux, donc les lapins, les cochons, on tue aussi les animaux. Donc très vite, quand j'étais gamin aussi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Au début, c'est un peu choquant, mais après, au fur et à mesure, ça devient tellement naturel et ça devient notre vie quotidienne. Et surtout, avoir un poulailler, ça, c'est la base. Avoir les œufs frais tous les jours, ça, c'est la base de la famille italienne. Et le cocorico du matin. Oui, ça. Oui, complètement. Et c'est aussi ce qui façonne ta cuisine et ton travail de chef au quotidien. C'est exactement ça. Et si on veut faire un peu la jonction au sein de l'agriculture et à l'agriculture française aussi, c'est que je peux dire, c'est que je n'ai pas choisi par idéologie de soutenir l'agriculture, mais par nécessité, tu vois. C'est vraiment là où tu poses les socles, les bases, c'est quand tu pars de la terre. La terre, c'est pas du marketing, c'est du vrai, c'est du concret. Alors justement, tu es donc le chef de plusieurs restaurants italiens à Paris. Il y a Ischia, Malraux, Epoca et Ida qui étaient ta toute première table qui a fêté ses 10 ans en 2025. Il y a aussi d'autres restaurants dont tu signes la carte. Est-ce que, avant tout, tu peux nous présenter la cuisine que tu défends aujourd'hui ? Comment tu pourrais nous la décrire ? Principalement une cuisine des saisons. Alors là-dessus, c'est l'indispensable, respecter la saison, et colorée, méditerranéenne,
avec bien évidemment ma ligne de conduite qui ce sont les pastas, la cuisine italienne, la cuisine du partage aussi également. Une cuisine du goût, une cuisine qui est accessible aussi au plus grand nombre. Vas-y. Denis, on est ici au Salon de l'Agriculture, là, comme on l'a dit en intro. C'est un peu le grand rendez-vous annuel qui permet aux consommateurs de rencontrer les producteurs. Et tu faisais le parallèle avec le salon Slow Food en Italie. Et moi, je voulais te demander si tu ne considères pas que toi, le reste de l'année, hors de ces moments un peu de grand-messe, est-ce que c'est pas toi qui a ce rôle-là de faire se parler, de faire se comprendre l'amont de la chaîne et donc les agriculteurs français ou italiens et les consommateurs? Est-ce que tu n'as pas un peu cette mission-là finalement le reste de l'année parce que c'est des gens qui sont physiquement très éloignés les uns des autres? Oui, c'est que tu as tout à fait raison parce que les clients, ils vont toujours vouloir, ils vont toujours chercher le goût, mais ils oublient complètement comment elle marche la chaîne en fait. Et donc notre responsabilité à nous, les chefs, les cuisiniers, les restaurateurs, c'est les connecter à tout ça, leur faire comprendre aussi. C'est que j'explique aussi toujours aussi aux enfants qui viennent manger au restaurant, à ma fille aussi quand je fais à manger pour elle ou quand je l'amène au marché, je dis à tous mes clients, allez au marché. Ça, c'est très important parce que quand tu vas au marché, là où tu vis, tu peux avoir des produits de saison beaucoup plus facilement que quand tu vas sur les grandes surfaces. Une autre astuce qui est tout ridicule, c'est que je dis aussi à mes amis qui ne sont pas du métier, quand vous allez dans les grandes surfaces et que vous trouvez des haricots verts au mois de janvier, posez-vous la question, il y a toujours écrit la provenance. S'il n'y a pas écrit France, c'est que ce n'est pas un produit de saison. S'il y a écrit Kenya par exemple, oh, les asperges du Pérou, c'est que ce n'est pas encore les moments des asperges. Donc il y a des petites astuces après pour voir, pour se les connecter. Mais effectivement, notre travail à nous, des restaurateurs, des cuisiniers, c'est de servir un plat qui a du goût avec des produits des saisons et surtout qui ne ont pas fait un chemin trop long, quoi. Alors, vous allez me dire, tu es italien, donc effectivement, oui, il y a des produits que j'amène d'Italie parce que là, pareil, je peux vous faire des différences, surtout sur les produits laitiers, par exemple, sur les fromages. Nous, en Italie, on est très fort pour faire du fromage frais. On est très fort pour produire de la mozzarella, la burrata, la crescenza, la stracciatella. Arrête. Et tout ça. Et les Français sont beaucoup plus forts pour produire du beurre et aussi des produits affinés, tu vois. Et en fait, en Italie, notre beurre en Italie, il est tout blanc. Parce que d'abord, on fait les fromages frais et après, avec ce qui reste, on fait du beurre. En France, c'est le contraire. On fait d'abord du beurre et après, on fait les autres types de fromages. Tu vois. Ouais. Donc forcément, stratégiquement, je vais choisir des produits là d'où je viens aussi pour raconter ma propre histoire, bien évidemment, mais aussi pour avoir les meilleurs goûts et aussi les meilleures choses aux meilleures périodes de la saison. Et pareil pour la sauce tomate, par exemple. Pour s'intéresser d'abord à l'Italie, parce que tu viens de là, ce que je trouve très savoureux et joli, c'est que du coup, toi, tu viens de la Calabre, donc c'est vraiment le sud-sud de l'Italie. Toi, tu vis à Paris, et pour descendre tous les étés, retrouver tes racines, ta famille, tes proches, tu prends ta voiture et tu fais des milliers de kilomètres pour rejoindre ton lieu. C'est une belle balade, mais en plus, tu en profites pour justement aller rencontrer des producteurs tout le long du périple. Exactement. C'est quoi le lien que tu entretiens avec les producteurs italiens? Et puis, on s'intéressera ensuite aux producteurs français, du coup. Mais déjà, j'adore prendre la voiture et descendre parce que tu réfléchis en voiture, tu es tout seul, tu n'es pas embêté par les autres, tu coupes ton téléphone, parfois ça ne capte pas, donc c'est parfait. Et en fait, j'adore réfléchir, penser, maturer des idées. Et en même temps, je fais mon petit chemin, je prévois mon petit chemin, je passe des coups de fil pour booker les rendez-vous avec mes producteurs sur place. Je pars chez San Marzano pour aller voir la tomate, je vais en Toscane pour l'huile d'olive ou pour les vins également. Jusqu'à arriver chez moi pour les piments, la réglisse de Rossano, le peperoncino di Soverato, etc. Et chaque année, je descends déjà parce que j'ai créé une relation avec mes producteurs qui sont devenus des amis également. Je passe du bon temps et ça me reconnecte à mes valeurs de base. Et c'est ça qui me fait plaisir, c'est que pas que ça me soulage par rapport à la vie frénétique parisienne, mais je trouve que je retrouve mon équilibre de vie. Et en fait, à terme, moi, c'est que je dis toujours à ma femme, d'ici 10-15 ans, j'ai envie de retourner à côté de la mer, dans la campagne, parce que c'est là où je me sens le mieux, c'est là où on se repose vraiment, c'est là où tout a une saveur différente. Et où tu retrouves tes racines aussi. Complètement.
le regard du chef. Il y a le chef en cuisine avec ce rapport aux saveurs, mais il y a aussi le chef d'entreprise. Quand le chef d'entreprise il est face à ses producteurs, comment tu vas gérer le rapport à la saveur, à la qualité, mais aussi au coût? Il y a aussi toute cette notion, il y a une balance à faire. Qu'est-ce qui prime à cet endroit-là de tes choix culinaires? C'est avant tout le goût. Parce que moi, je dis toujours, la différence, on ne la fait pas avec la technique en cuisine, on la fait avec le choix du bon produit. Quand tu as un bon produit de qualité, tu peux créer un grand plat. Et derrière chaque grand plat, il y a toujours un agriculteur invisible. Et ça, je suis 100% convaincu là-dessus. Et c'est ça que je défends. Et en même temps, quand tu arrives à choper, à avoir ton bon producteur et ton bon produit, ça va être 10 fois plus difficile copier ta recette ou copier ton idée. Tu vois, c'est là où tu mets vraiment des bases solides pour perdurer dans le temps. Et alors, toi qui es aux premières loges, là, justement, pour voir la qualité du produit, et tu nous expliques que c'est une partie très importante de ton métier. Si on parle d'Italie, même si là on vient de vivre un mois de février extrêmement pluvieux, on est quand même dans une tendance très significative de changement climatique et de réchauffement climatique. Est-ce que c'est des choses que toi tu vois? Est-ce que tu vois les produits évoluer? Est-ce que tu vois leur qualité évoluer du fait de ce changement climatique et comment tu gères ça aussi et comment tu vois l'avenir de ton métier pour s'adapter à cette adaptation qui va être indispensable à ce réchauffement climatique qui va impacter les produits dont tu nous dis qui sont au cœur de ton travail? Alors, les changements est là, les changements climatiques il est là. Moi j'adore parce que quand on parle des changements climatiques, on pense qu'on est en train d'abîmer la Terre, etc. Mais moi je dis toujours, si dans 100 ans, dans 100 000 ans, 10 millions d'années on ne sera plus là, la Terre sera toujours là et nous on sera effacés de la Terre. Quoi qu'il, la Terre va quand même survivre par rapport à nous. C'est les changements climatiques, on fait attention pour nous-mêmes, comme tu dis, par rapport aux problèmes que ça va causer sur les productions. Et donc, je vois déjà actuellement que les saisons sont un peu changées. La tomate, avant, on l'avait, par exemple, au mois de juin. Mai-juin, on avait déjà quelques tomates qui arrivaient. Aujourd'hui, il faut attendre juillet, août, parfois septembre, octobre. Donc, on a perdu peut-être 2 mois. Il y a un décalage de 2 mois qui s'est fait. Après, quand tu parles des pluies, c'est un problème qui va arriver surtout sur les vignes aussi également. Et là, c'est différent. C'est-à-dire que pour nous, les restaurateurs, les chefs, on est créatifs. Donc, on va toujours créer des nouvelles recettes avec d'autres produits ou des produits qui vont être réadaptés. Pour un producteur, faire un changement ou prendre sous ses épaules la perte d'une saison, c'est beaucoup plus compliqué. Pour nous, je dirais, on a le métier entre guillemets plus facile parce qu'au final, quoi qu'il, on peut trouver une solution rapidement sur 24 heures, 48 heures. Pour un producteur, c'est un peu plus compliqué quand tu as planté, qui t'a attendu et qui est tout abîmé par la grêle, par les fortes pluies ou par la sécheresse, parce que ça aussi, c'est un autre sujet. Il y a eu en 2023 une grosse sécheresse chez nous. Là, ça fait depuis 2024-2025 qu'il pleut énormément, il y a beaucoup de pluie. Donc, ça dépend. On se réadapte tout le temps. Alors, c'est ça aussi la force de l'être humain. C'est qu'on est capable de remodeler, de réfléchir, de changer. Et je trouve que les personnes qui arrivent à perdurer dans le temps, c'est les personnes qui sont les plus élastiques mentalement et qui se réadaptent rapidement aux problèmes. Tu parlais tout à l'heure dans tout ton parcours de chef, en étant à la tête de 4 restaurants à Paris. Tu es d'ailleurs aussi en train de lancer ton premier restaurant en Italie. Donc ça va être aussi une grande chose. Quelque chose, ouais. En reprenant le restaurant de tes grands-parents, le restaurant familial, Mille Luce en Calabre. Dans tout ce parcours de chef et de chef d'entreprise, est-ce que tu peux nous citer une décision stratégique dont tu es particulièrement fier et qui a changé aussi la donne? Il y a les défis que vous venez de citer sur le terrain, dans le monde agricole. Toi, en tant que chef, ça serait quoi ton défi et une décision qui a marqué, qui a changé? Et alors, les décisions qui font changer, c'est les décisions qui arrivent quand tout va mal, entre guillemets. Tu vois. Je ne peux pas dire que mes 11 ans de carrière en solo
ont été tout rose et fleurs. Ce qui est drôle, c'est qu'on voit toujours que les bons côtés ou la fin. J'adore quand on me dit, toi, tu as de la chance. Toi, ça, c'est une phrase qu'on me dit assez souvent. En fait, je trouve que quand tu as une pression financière, quand il y a de la fatigue, quand il y a des problèmes, que ce soit le Covid, que ce soit les salariés, la restauration qui n'est pas bien, les coûts de matière, l'inflation, il y en a plein des problèmes. Hein. Bien sûr. C'est là où je me suis posé des questions. Et je suis passé du statut où je voulais réussir au statut où je voulais être libre. Donc c'est deux choses différentes. Quand tu arrives, alors c'est finement, alors comment j'arrive à ça? Je lis énormément, j'adore lire des livres. Et les livres m'aident beaucoup, et aussi les faits de management aussi, de stratégie, c'est ça? C'est ça. Il y a un livre que je lis environ tous les ans presque, parce qu'à chaque fois que je le lis, ça me fait changer d'idéologie. Non, il y en a 3 même, pour dire la vérité. Les tout premiers, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je t'en avais parlé ça déjà auparavant ou pas? Et le deuxième, c'est L'effet boule de neige de Warren Buffett. Ça, c'est un livre incroyable. Et après, c'est Pense et enrichis toi-même, Napoléon Hill. Ça, c'est un livre qui est très vieux et qui encore aujourd'hui reste, je pense, un des best-sellers quand tu veux évoluer mentalement. Et comment justement ça te fait changer d'état d'esprit, justement, entre réussir et être libre? Et en fait, tout repose sur l'énergie que tu mets et comment tu déploies ton énergie et ta présence. En fait, avant, je pense que j'ai construisé quelque chose de fragile parce que je mettais toute mon énergie, mon image dans les lieux. Et donc forcément, il y a une attente derrière parce que les gens viennent pour te voir toi et pour que ce soit toi. Sauf que c'est beaucoup mieux construire un système qui est derrière, une ligne de conduite. C'est pour ça que quand tu as plusieurs restaurants, tu peux le faire parce que tu peux percher ta parole beaucoup plus facilement et beaucoup plus nombreuse par rapport à tes salariés que quand tu le fais toi tout seul. Ouais. Et aussi vis-à-vis des agriculteurs, tu vois, c'est beaucoup plus facile aller peut-être piocher un seul talon, mais quand tu arrives que ces talons-là puissent parler sur plusieurs entités, c'est encore un autre effet de levier, tu vois. Ouais. Et aussi par rapport à la restauration, par rapport au restaurant que j'ai, quand tu déploies sur une seule unité, tu as beaucoup moins de poids que quand tu déploies sur plusieurs unités. Donc, quand tu arrives à comprendre ça, c'est beaucoup plus évident et plus facile. Et ton énergie, alors, c'est ce que je dis toujours aussi, quand tu travailles dans ton entreprise, tu vas moins vite que quand tu travailles pour ton entreprise. Okay. Tu vois, c'est une autre subtilité. Ouais, c'est des positionnements en fait, à ajuster. Et pour toi, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Et qui permet de tenir une ligne de conduite. Exactement, parce que quand tu prends de recul et quand tu vois ton entreprise de l'extérieur, tu as beaucoup plus des vélocités, des rapidités, des poids pour interagir, modifier, mettre en place des choses. On se parlait tout à l'heure du rapport aux producteurs en Italie, mais du coup, étant un chef italien qui a choisi d'ailleurs d'établir ses tables en France, ça d'ailleurs c'est un sacré choix. Pourquoi avoir fait le choix de la France par rapport à l'Italie? Et du coup, qu'est-ce que ça implique dans ton lien aux producteurs français? Et est-ce que y a des choses qu'on doit envier aux Italiens, ou est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que les Italiens doivent envier aux Français dans leur façon de faire? Après, je pense qu'on a les deux plus belles nations du monde, la France et l'Italie. On appelle les sœurs, les frères, les cousins, etc. C'est les deux cuisines, avec la japonaise, bien évidemment. Donc, les 3 cuisines les plus réputées au monde. Dans chaque hôtel, palace, ville dans le monde, tu as toujours un restaurant italien, un restaurant français, un restaurant japonais. C'est comme ça. Et aussi parce que ce sont des cuisines qui sont accessibles. Alors, attention, quand je parle d'accessibilité, je ne parle pas des bas prix. Accessibilité, c'est par exemple, on trouve du riz pour faire un risotto partout dans le monde. Que tu sois au Mexique, que tu sois au Japon, en Australie, en Afrique ou en Europe, tu as du riz pour faire un risotto. L'accessibilité, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est les cuisines qui sont les plus répandues dans le monde. Et ensuite, alors, pourquoi la France? Tout simplement parce que je me suis formé en France par la technique. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous, on a le soleil, la joie de vivre, on est commercial, on parle avec les mains,
on Vous adore l'avez la bien, vie, tout etc. ça. Oui, C'est vous vrai, l'avez bien, on on a un confirme. peu moins la technique, ça je peux le dire, ça c'est vrai. Et j'ai toujours voulu me former auprès des plus grands en France. J'ai eu la chance de travailler pour Marocco La Greco sur la Côte d'Azur, pour Alain Ducasse ici à Paris, qui m'ont permis d'avoir ce bagage technique français que j'applique encore aujourd'hui aussi sur mes bases de cuisine italienne. Hein. Donc j'aime bien associer, ça amène en plus de la légèreté aussi à mes recettes parfois, et aussi ça permet vraiment d'associer, fusionner ces magnifiques cuisines. Et pourquoi je suis resté en France? Tout simplement parce que déjà, j'ai fait une émission de télé qui s'appelle Top Chef, qui m'a permis d'être connu du grand public. En 2012. En 2012, oui, tout à fait. Et depuis, donc, je me suis vraiment ancré ici. J'ai rencontré ma femme, j'ai construit ma vie personnelle ici. Ma fille Joy, aujourd'hui, c'est aussi l'accomplissement de notre famille qui s'agrandit. Et donc, forcément, vu que cette nation, ville m'a adopté, je me vois de grandir ici, en plus qu'il y a aussi grandir en Italie. Je ne quitte jamais mes racines parce que c'est vraiment les bases, les socles, comme je disais au début, de toute cette connexion à la terre. Et donc forcément, voilà, j'ai cette vie, et j'ai la chance d'ailleurs parce que j'adore avoir un pied à droite et à gauche. J'adore travailler ici et aussi me ressourcer chez moi. Mais après, l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Voilà ça que je voulais dire, c'est que tout est possible. Et avec les producteurs ici à Paris, moi j'adore travailler avec un marché qu'il y ait tous les mardis, mercredis et samedis à Paris. C'est au venu du président Wilson. Avant, il s'appelait les marchés de Thibault. Aujourd'hui, c'est Terroir. C'est les deux Portugais qui travaillent pour lui qui ont repris l'affaire. Et c'est des produits qui sont produits en Île-de-France. Que des légumes, bien évidemment. Des légumes d'une variété incroyable parce qu'on a en saison des racines. En ce moment, par exemple, on a presque 6-7 types de carottes différentes. Quand c'est la saison des tomates, on a 15 variétés de tomates différentes. Des tomates anciennes. Pareil sur les aubergines, pareil sur les poivrons, pareil sur les choux. Sur les choux-fleurs, on a 4 types de choux-fleurs différents. On a les choux-fleurs violets, les choux-fleurs blancs, verts, oranges. Donc, tu vois, il y a pas mal de variétés. On ne s'arrête plus. Et même sur les herbes, et c'est produit à 20 km du centre de Paris. Et c'est ça qui est dingue. Je trouve cette possibilité forte. Alors, tout ce qui est produit frais, donc je mes ressources bien évidemment en France. Tout ce qui est produit comme l'huile extra virgin d'olive, les vinaigres balsamiques, ou les grains à padano vient de mes régions et de ma terre. Et Denis, tu as cité 3 cuisines qui pour toi sont les plus grandes cuisines au monde, à savoir l'italienne, la française et la japonaise. Est-ce que tu ne penses pas qu'elles ont aussi comme point commun d'être les 3 cuisines mondiales centrées sur le produit brut et de faire la part belle, voir que la star de la recette reste le produit, contrairement à d'autres recettes, à d'autres types de cuisine, et que c'est peut-être ça qui fait leur force aussi à ces 3 cuisines-là? Ah ben je pense que tu as mis le doigt sur la valeur ajoutée, les produits, Tout c'est que je part de disais, là. c'est pas la technique qui prime, c'est toujours la qualité du produit brut. Et c'est ça quand tu construis en fait ton restaurant sur la qualité du produit, les clients ne sont pas dupes. Les clients aujourd'hui les connaissent de plus en plus. Et c'est ça peut-être l'espoir que j'ai pour demain. C'est que comme les clients ont toujours envie d'avoir plus de qualité et que surtout, attention, les restaurateurs aussi, il faut qu'ils fassent un travail de ne pas aller chercher les produits moins chers, mais aller chercher les produits de qualité en le payant au juste prix pour que les producteurs aient aussi leur argent de poche. Moi, je défends tout à fait ça. Alors, parfois, moi, j'ai un exemple que je sors à chaque fois. J'ai un copain qui produit des ananas Victoria en Guadeloupe. Et lui, il fait des coups de gueule à chaque fois parce que en France, malheureusement, la gestion de la provenance des produits n'est pas réglementée comme il faut. Moi, je pense que la Mélanie en France, alors je rentre dans la politique, je ne devrais pas, mais fait un travail qui est 10 fois mieux. Mais comment on peut payer une ananas Victoria qui vient de Guadeloupe, qui est un produit français, on est d'accord que la Guadeloupe fait partie de la France, plus cher qu'une ananas qui vient de l'Amérique latine, qui n'a pas les mêmes goûts et qui par contre coûte moins cher parce que peut-être on n'a pas les mêmes attentes agricoles sur un autre pays comme celles qu'on a ici en Europe et surtout en France et en Italie parce qu'on parle de la France et l'Italie. Donc voilà, si je vous donnais un petit coup de gueule, c'est ça parce que c'est un copain que je défends et que j'adore. Et c'est là où parfois tu as des incohérences que je ne vais pas partager ici parce que si on rentre dans une politique, on va en parler pendant 1 heure ou 2 et j'adore ça, au contraire.
Mais bon. Pour ne pas rester sur un coup de gueule, Oui. il y en a, Ouais. oui, mais pas que. Bien Ça sûr. serait quoi le petit truc que tu pourrais nous partager pour justement prendre un conseil en plus que les Italiens appliquent, mais que les Français n'appliquent pas, vraiment dans ces métiers de production de la terre. Toi qui connais ces deux pays, tu as la force d'avoir un double regard. Qu'est-ce qu'on pourrait vous voler ? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous voler? Nous, on a des marchés qui cartonnent tout le temps, même dans les centres-villes, que tu ailles à Venise, que tu ailles à Rome. Moi, j'étais à Rome le week-end dernier. Tu as des marchés, en tout cas, la ville, la commune, donne accès plus facilement aux producteurs pour s'installer au centre-ville et envahir les rues. Chose qui, ça se fait de moins en moins ici dans les grandes villes françaises parce que on protège plus la propreté des lieux. Effectivement, ça peut amener à la salubrité, à la saleté du lieu, mais aussi au trafic irrégulier, etc. Mais quand tu es dans une grande ville comme Rome, je prends l'exemple de Rome parce que j'étais il y a une semaine, j'ai adoré me balader et aller acheter Là, on est en pleine saison d'agrumes chez nous. Il y avait des mandarines, des clémentines exceptionnelles, tellement juteuses, les oranges sanguines aussi déjà. Ouais. C'était énorme, tu les croquais comme ça à la main. Et je trouve que tu as beaucoup plus de vitalité quand tu manges un fruit comme ça, plutôt quand tu achètes un produit dans les grandes surfaces, que tu l'amènes chez toi, ça a peut-être déjà 2-3 semaines à la gueule. Excuse-moi les gros mots. Mais on le dit. Voilà, et on le dit. Et je trouve que cette facilité-là, cette accessibilité-là, tu arrives, tu négocies. Alors, ça se fait de moins en moins en France. Mais en Italie, tu négocies ton prix. En Italie, c'est un rituel quotidien. Et c'est ça qui est beau, parce que tu échanges, tu vois, tu communiques. Et je trouve que tu as plus les sourires parce que tu as une vie sociale qui est beaucoup plus dans la connexion de la vérité, de la naturalité de la terre, plutôt que quand tu es dans l'absence totale de la valeur ajoutée de l'agriculture. On arrive à un autre rituel à nous, dans On va semer, c'est notre rituel de la fin. On a envie d'ouvrir le champ des possibles, finir par un élan d'optimisme et d'espoir aussi, car on méconnaît encore un peu trop les innovations du monde agricole. Alors toi, quel serait ton regard innovant, ton regard à nous partager sur une innovation du monde agricole, ou alors ta petite pépite à toi, quelque chose que tu as récemment observé, un outil de cuisine, un livre, comme tu nous en parlais tout à l'heure, qui nous aide à avoir ce regard d'espoir, justement. Alors, si on parle d'innovation, moi j'ai des copains qui sont dans le vin, c'est la famille Perrin, Château Beaucastel. Ils ont fait des travaux monumentaux sur l'architecture de leur domaine et ça a été primé comme éco-responsable dans le monde parce qu'ils ont reconstruit, déjà ils ont récupéré tous les rochers, tous les débris qu'il y avait dans leur terre pour reconstruire les murs. Et il se trouve que dans la maison des familles et de son arrière-grand-père, il y avait par exemple des toilettes qui ont été utilisées pour les construire et faire les fondations du mur. Système D. Système D. Okay. Non, mais c'est pour faire comprendre qu'ils n'ont rien fait arriver d'ailleurs. Ouais. Et d'autres choses, ils ont reconstruit aussi avec la technologie ancienne qu'il y avait déjà aussi à l'époque romaine, l'air climatisé naturel, c'est-à-dire sans brancher des moteurs, etc. Ils ont reconstruit des entrées et des sorties d'air qui permettent, juste avec le vent, et connecter les vents à l'architecture pour rafraîchir les pièces et avoir les bonnes températures. Donc génial. Ça, c'est l'innovation que j'ai observée, que j'ai adoré parce que je trouve ça, reproduire des choses d'anciennes et le remettre au bout du jour avec la technologie d'aujourd'hui, je trouve ça génial. Et après, un conseil pour les jeunes d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui tabasse la rue. Ouais, je crois. c'est les bonnettes. C'est peut-être un chef qui est en train de taper. Ouais, c'est sûr. Ça découpe du poisson à côté, je pense. Ouais, c'est ça. Et non, je disais, c'est pour les jeunes d'aujourd'hui qui sont sous leur smartphone, parce que ça aussi, c'est le mal d'aujourd'hui, mais on va trouver le bien dans le mal, qui veulent savoir c'est quoi la bonne saison des fruits et légumes, des poissons, etc. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Marché Malin. Okay. Donc vous tapez Marché Malin sur l'application, vous payez 1,99€ la première fois et ensuite c'est assez à vie et vous avez
dans le moment de l'année où vous êtes, les produits, fruits et légumes que vous avez, les produits aussi de la mer. Ok. Donc ça c'est génial, je l'ai aussi sur mon Et téléphone. ça, c'est un vrai outil précieux au quotidien. La Là, preuve, t'as les légumes, la marée, preuve en etc. images pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Merci beaucoup. Merci Merci à vous Denis, les amis, c'était c'était top. Pour tout cet élan, pour toutes ces idées que tu nous as transmises. Et cette bonne humeur toujours communicative. Avec grand plaisir. Bien sûr, à l'italienne, évidemment. Merci aussi d'avoir suivi cet épisode On va semer. Pour ceux qui nous découvrent en compagnie de Denis Imbroisi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'ATK et nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute pour ne pas louper aucun des rendez-vous de ce podcast. Ciao ragazzi, a presto. Ciao Denis, ciao Antoine. Ciao Claire, ciao Denis. Salut. When you hear the rhythm, start to move.